Fais que l'humeur savoureuse de la vigne plantureuse au rayon de ton œil divin son nectar nous assaisonne, nectar comme le donne mon doux vignoble angevin. Ce poème de Joachim du Bellay célèbre pour la première fois la douceur angevine. Pour le poète, pas de doute, cette fameuse douceur qui caractérisera pour l'éternité l'Anjou est incarnée par son vin des Coteaux du Léon. Mais quelle est donc l'origine de ce vin blanc sucré ? On imagine une histoire sans aspérité. Et pourtant, certes, il y a 300 ans, il faisait les délices des tables royales. Mais après la Seconde Guerre mondiale, il a totalement disparu des grandes tables gastronomiques. Aujourd'hui, il connaît un renouveau. En ce début de XXIe siècle, l'histoire de ce vignoble est à la croisée des chemins, grâce à des vignerons visionnaires. Là, on arrive au cœur de la cave, c'est l'endroit où j'adore venir parce qu'on a ici regroupé un peu toutes nos belles étiquettes et plus particulièrement là, nos Coteaux du Léon, enfin, ce que j'adore. Là, par exemple, c'est des vins de Vincent Augereau, 2009, superbe, ça, ce sont des choses qu'on aime garder. On a besoin de cette cave parce que c'est frais. Il faut garder les vins ici, les faire maturer. C'est nécessaire. On a les vins les quarts de chaume de Pierre Bise. Ça aussi, c'est parfait. Ce sont des gens qui ont beaucoup de talent. 2007. Alors, moi, je les laisse, je veux dire, mes enfants les serviront. Ces gens, je veux dire, ont bâti sur et font nos plus beaux moelleux de France, c'est certain. Il y a une grande histoire autour de ces vins du Léon. Je suis né avec ça. Quand je débute dans ce métier de sommelier, je vais là-bas et je découvre M. Boivin, je veux dire Bonzo, Quart de Chaume, tout ça vraiment, je me construis là-dessus parce que ce sont des vins magnifiques à table. Alors, sur notre carte du restaurant Laurent, bien sûr, on a beaucoup de vins. Mais au niveau des vins de la Loire, on a regroupé les vins des Coteaux du Léon et on a les quarts de chaume de chez Papin sur plusieurs millésimes en 2007, en 2011. Nous avons des Coteaux du Léon Saint-Aubin-les-Claudes chez Delévaux. La famille Augereau, on a leur Coteaux du Léon Saint-Lambert sur 2 millésimes, 2009, 2010, puisque j'aime beaucoup, ce sont les quarts de chaume. Alors voilà une des parcelles du vignoble Augereau, dont j'ai été l'exploitant pendant toute ma carrière. Alors c'est là maintenant mon fils qui m'a succédé, et maintenant il y a le petit-fils qui est arrivé dans l'exploitation, ça fera donc la 5e génération. J'ai aucun regret du passé, moi je bois à pleine goulée l'époque actuelle, et je voudrais bien y être. C'est tellement c'est intéressant maintenant. Aujourd'hui, c'est intéressant d'être vigneron. Ah ben on fait des choses tellement mieux que c'est forcément plus intéressant. On a plus de réussite au fond, si vous voulez, quoi. Moi j'ai l'impression que ce qu'on a fait c'était pas bien dans le temps. Allez, hop. Alors là, on part dans la parcelle des Bonnes Blanches. On va contrôler la maturité. On va goûter nos raisins pour savoir quand est-ce qu'on pourrait vendanger. Si la douceur angevine s'incarne dans son vignoble, c'est qu'ici, on respecte la nature et ses cycles. Point de pipette, juste de la sensibilité. Attends, faut qu'on aille un petit peu plus loin. Faut pas qu'on reste sur la première piquetée. Bah non, elle est toujours un peu plus C'est verte. toujours plus vert. Là. Bon, allez, on commence par là. Ouais. Comment est-ce que tu trouves ça ? Ça évolue quand même un petit peu. Bon, moi je pense qu'on est sur une vendange bien jaune.
Les peaux me paraissent encore un petit peu épaisses. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est aromatique, mais et les peaux sont encore un peu épaisses, ça manque un peu Ouais. de la mer. Ouais. Faudrait qu'on aille voir un petit peu plus loin s'il n'y a pas trop de pourris. Enfin, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, on va filer un petit peu plus loin. Bah pour l'instant, c'est sain, là, ce qu'on voit. Ouais, c'est ça. À l'école, on apprend toute une série d'analyses de laboratoire. Notamment, le plus classique, c'est le taux de sucre, le taux d'acidité. Et puis voilà, on peut déterminer une date de vendange avec ces critères-là. Mais c'est vrai que avec mes parents, j'ai appris vraiment à déguster les raisins pour déterminer la date de vendange. Quand j'étais petit, on passait déjà mes après-midi, les dimanches après-midi, dans les vignes, à se balader, vraiment déguster. Et là, ça a éveillé aussi mes sens, ma dégustation, pour en fait avoir vraiment un beau produit, un beau raisin. Et c'est ce beau raisin un raisin qui goûte bien, va permettre de faire un joli vin. Maman, qu'est-ce que tu en penses, toi? On sent un peu d'amer, mais on sent quand même du fruit, donc ça va bien évoluer. Je trouve que les pépins, ils sont bien mûrs cette année, ils sont croquants. Bah, c'est croustillant. C'est signe que ça peut quand même mûrir vite, à mon avis. Bah oui. Faut peut-être y revenir dimanche, tu vois, pour refaire un point, puis voir comment ça, c'est sûr. Faut pas être une semaine sans revenir. Catherine est sensible plutôt à l'amer du raisin. Moi, j'aime bien un raisin, je dirais, bien mûr, avec une peau fine. Pour moi, c'est critères vraiment de qualité, cette épaisseur de la pellicule. Hein. Et Emmanuel, lui, a l'expérience de la jeunesse. Il a parcouru, je dirais, un petit peu le monde entier, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande. Et il a beaucoup également goûté de raisin. Donc, je dirais, c'est la somme un petit peu de nos informations qui détermine la date de cueillette. Les Augereaux ne sont pas les seuls vignerons à fabriquer un vin de caractère original, un vin qui ressemble à leur sensibilité. Là, on va être dans la partie liquoreux, là. Nombreux sont leurs collègues à privilégier cette approche respectueuse de l'environnement et du terroir. Et des collègues, les Augereaux en ont près de 500 dans le vignoble, répartis sur 1700 hectares dans 27 communes. Tous utilisent le cépage du Chenin blanc, le seul autorisé. L'appellation d'origine contrôlée a été décernée en 1950. Parmi les collègues des Augereaux, il y a les Osterling, du domaine de Juchepy. Eux aussi sont référencés dans des grands restaurants gastronomiques. Eddie, il y a une chose qui l'énerve, c'est qu'on lui dise que ses layons sont trop chers. C'est un reproche récurrent. Dites-lui, et vous verrez. Il vous invitera alors à assister aux vendanges chez lui, juste pour comprendre qu'on ne fabrique pas ce vin en 2 temps 3 mouvements. On commence avec le chaud, Milan. On commence avec le froid. Mais attends, il y a tellement... Alors le chaud deviendra d'accord. Mais non, c'est peut-être qu'il doit être froid. 2015. Ouais. Qui enfin nous a permis de renouer avec des grands moelleux et des grands liquoreux. On peut déjà marquer un point. Hier is van Doorberust. Jawel. Eddie Osterling et sa femme Mylène forment un couple de vignerons passionnés. Ils n'ont pas hésité à quitter leur Flandre natale, il y a 20 ans, pour s'installer à Fay d'Anjou. Tous les vendangeurs sont des amis belges, venus prêter un coup de main au couple. Mais il a fallu qu'Eddie leur explique la marche à suivre. Car vendanger un moelleux ou un liquoreux, c'est une mécanique de haute précision. Voilà, ça on laisse pour la semaine prochaine. Mais ça, c'est formidable. Je pense que c'est une bonne année pour tout le monde. Voilà. C'est magnifique. Pour les liquoreux, pour les moelleux. Hein? Nous avons des instructions. En fait, on doit prendre ceux qui sont bien ratatinés ou avec de la pourriture noble.
Ça veut dire qu'il y a de la pourriture qui vient et donc c'est ça qui fait le bon vin sucré. Donc ça c'est bon quoi. Ah bon. T'en as laissé, hein. C'est vrai. J'en envoie d'ici. Tu le vois là, c'est... Ça c'est vraiment, ça c'est une magnifique ça. C'est magnifique. Ouais, ça peut pas être mieux que ça. Impossible de passer à côté, là. Non, non. Si. Ah ben non, si, ça t'est fait, mais il faudrait pas. Parce que si elle reste la semaine prochaine, elle sera complètement sèche. Ah, hein. ouais, y a plus de jus dedans. Et donc c'est la plus de jus, ça sera fini. Donc important de la prendre maintenant. Voilà. Cueillir grappe par grappe, ça prend un temps fou. Oui, on ne peut pas ramasser tout d'un seul coup et avoir un nectar comme le Léon peut l'être. Donc il faut y aller plusieurs fois. Là, c'est le 4e tri qu'on fait. On va certainement encore en faire 2, voire plus si le temps l'exige. Je tâtonne parfois encore, mais voilà, je peux le distinguer. Après 3 jours de vendange. C'est pas un handicap que quelqu'un n'a jamais fait de tri. Comme ça, il suit vraiment les consignes. Ils doivent être bien concentrés. Donc s'il y a trop de raisins avec trop de liquide dedans, c'est pas bien pour le sucre. C'est pour ça. Donc jamais vous n'hésitez. Ah oui, j'hésite, oui, comme ici. C'est quand même, on veut le prendre, mais je ne crois pas que c'est une bonne idée. Disons, les indications que nous donne Eddy sont claires. Hier, on devait les prendre aux 2/3 au moins concentrés, comme ils appellent ça, hein, donc ratatinés. Et aujourd'hui, on essaie de les prendre à la moitié, mais moi j'en ai plein qui sont quasi à 100% bonnes. Ils sont parfois complètement comme ça. Elles sont magnifiques aujourd'hui. Et c'est Jean-Pierre qui fait le ramassage. C'est la fin de journée. Tout à l'heure, Eddy va scruter les bulletins météo pour décider de la date de retour sur la parcelle. Il reste là-bas 30% de grappes sous les pieds. Un peu de chaleur accélérerait la pourriture du raisin, qui fournirait alors un jus à fort potentiel. Au total, Eddy va mettre près d'1 mois à cueillir l'ensemble de la parcelle. Un vrai travail de bénédictin. Les choses sont beaucoup plus simples pour les vendanges de vin rouge. On comprend maintenant pourquoi sa cuvée de prestige se vend 42 €, la bouteille de 50 centilitres. Quand on fait tout ce boulot-là, il y a un prix en face, c'est pas possible autrement, sinon il faut que j'arrête. C'est des très 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 faibles rendements, hein. C'est des rendements de 5 hecto-hectares à peu près, hein. Donc ça veut dire qu'on a un verre de vin par souche, par pied de vigne. Bon, ça doit se retrouver quelque part. Jean-Pierre, tu peux envoyer? Le jus va rester combien de temps là en barrique? Pour les moelleux, c'est 18 mois, voire 2 ans, 24 mois. La vinification, on fait pas grand-chose, hein. On fait partie des non-interventionnistes, c'est-à-dire qu'on laisse faire le vin soi-même, et puis on intervient si effectivement il y a un problème, on intervient au strict minimum, mais plutôt pas, quoi. On aime bien que ça se fasse naturellement. Le vignoble du Léon est devenu ces dernières années un des joyaux du tourisme en Val-de-Loire. Une aubaine pour les vignerons qui peuvent ainsi promouvoir leur savoir-faire, car curieusement, ils en ont besoin. Car voyez-vous, tout ne fut pas rose au royaume du Blanc.
Cela fait 5 ans maintenant que chaque année, au mois de juin, a lieu une manifestation originale, la Transléon. En fait, une grande randonnée équestre et pédestre à travers le vignoble. Certes, les coteaux du Layon sont réputés pour leurs grands moelleux et liquoreux, mais ils jouissent d'une autre qualité, la beauté de la nature, un paysage de dénivelé tout en douceur. C'est ce qui fait entre autres le succès de la manifestation qui accueille près de 300 randonneurs. C'est une belle nature, vous avez des vignes, on se promène dans les vignes, on voit des châteaux, c'est magnifique. C'est une région que j'ai découverte par la Transléon et depuis 4 ans on y vient tous les ans. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous, c'est comme ça. D'ailleurs il faut faire très vite puisque les préinscriptions tombent les premiers jours d'août et dans les 4 jours qui suivent c'est complet. Il y a énormément de choix dans le Layon. Il n'y a pas qu'un seul vin. Donc on découvre tout le temps. Il est clair que l'appât du grain, le grain de raisin s'entend, motive également tout ce petit monde. Et puis, de toute façon, sur les 3 parcours de week-end, c'est bien le diable si les randonneurs ne croisent pas la barrique, le symbole de la Transléon. Elle est scellée à la cire au cas où certains auraient des tentations. Cette barrique sera percée au terme de la randonnée. Ce sera l'ultime dégustation de la cuvée de l'année. La Transléon est un bel outil de promotion du vin. Et ce vin a besoin de promotion. J'aimais pas ça parce que je trouvais que c'était trop sucré. Et là, j'ai des amis qui ont voulu nous emmener, nous faire découvrir la Transléon. Et finalement, on en a goûté hier, toute la journée, ce matin aussi. Et je trouve très bon. Il est moins sucré que je pensais en fait. La Transléon met en lumière un paradoxe. Les vins des coteaux du Layon demeurent des vins d'initiés. Mais le grand public, lui, est resté sur un préjugé. Ces vins de Loire sont trop sucrés. Un préjugé hérité d'une pratique qui a discrédité ce vin après la Seconde Guerre mondiale, la chaptalisation. La chaptalisation, ou l'action d'ajouter du sucre pour augmenter le degré d'alcool du vin. En moyenne, en introduisant 17 grammes de sucre par litre, le vigneron gagne 1 degré supplémentaire. Après la Seconde Guerre mondiale, la tendance à la chaptalisation se généralise dans le vignoble. Le sucre devient alors une sorte d'exutoire aux années de privation. C'était une promotion que de boire du vin doux. Et c'était la grande fête, et c'était le vin de dessert que l'on servait pour honorer. Et quand on voulait honorer quelqu'un, on lui débouchait une bouteille de vin doux. Il y a eu une demande de vin moelleux, de vin sucré importante après-guerre, après la guerre de 40. Et malheureusement, c'est là que les gens du Layon ont certainement péché, parce qu'on a chaptalisé, on veut du vin avec du sucre, et bien on va vous en faire. On était à une époque où fallait produire. Parce qu'on arrivait donc la guerre, en 39-45, donc fallait produire du raisin, fallait produire du vin, fallait produire comme des céréales. Donc c'était l'époque du caractère intensif de l'agriculture au sens large. J'ai entendu un vigneron et il me dit « mais je ne peux pas m'empêcher de chaptaliser parce que même quand c'est une bonne année, eh bien, je veux augmenter d'1 degré quand même le vin. Je veux qu'il soit quand même, qu'il ait 1 degré de plus. » Du sucre, oui, mais trop de sucre. Les clients se lassent. Les moelleux et liquoreux du Layon finissent par écœurer le consommateur.
Il faudra attendre alors la fin du XXe siècle pour que sonne enfin l'heure de la remise en cause. Le salut viendra de l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. 2 chercheurs affectés à son antenne angevine vont révolutionner, au milieu des années 70, l'approche du terroir. Christian Asselin et René Morla vont entreprendre un travail colossal et unique au monde. Ils vont cartographier l'ensemble du vignoble. Ils mettent en évidence les particularités géologiques, hygrométriques de chaque parcelle, les microclimats, les ouvertures de paysages qui soumettent par exemple les vignes au vent et au soleil. Bref, autant d'informations capitales pour aider le viticulteur à obtenir le meilleur de son sol et de sa plante. C'est le virage de la qualité. Il a fallu 15 ans de travailler en silence, indépendamment de la filière, pour mettre en évidence des différences de qualité de vendange, donc de fonctionnement de la vigne, de qualité de vendange et de type de vin. 15 ans après, on a donné les résultats à la profession, puisque la profession nous a soutenus. Et donc leur dire, ben voilà, par exemple sur les sols, éléments grossiers, sur les l'ancienne terrasse de la Loire, par exemple, par rapport à un coteau du Léon, on a des sols totalement différents. Bien là, vous allez avoir des vins de printemps. Donc, surtout, vinifier ça différemment. Par exemple, sur la Cré-Tuffeau, bon, à mi-pente, là, vous allez avoir des vins de garde. Surtout, ne mélangez pas toutes vos vendanges, de façon à ce que, eh bien, on puisse faire des assemblages qui correspondent à la demande des consommateurs. Les travaux de Christian Asselin et de René Morla ont également permis de rappeler aux vignerons une évidence. Leur terroir est intimement lié au fleuve royal, la Loire, et une influence que l'on retrouve partout dans le vignoble des Coteaux du Léon. Ça s'appelle le Clos des Cocules. Christian Asselin, aujourd'hui à la retraite, a toujours ses entrées dans le monde viticole. C'est une figure du Léon. Son successeur, Étienne Goulet, fait fructifier ses travaux. Je devrais y arriver, hein, compte tenu. Alors, ouais, donc là on est bien sur les textures limono-sableuses du schiste et on reconnaît déjà les morceaux de schiste, les morceaux de schiste vert et les morceaux de schiste pourpré. On regarde, donc là texture très fine, très légère, comme on a l'habitude sur les coteaux. Ils sont venus ici avant la plantation. On a eu la chance de les avoir puisqu'ils sont venus nous rencontrer pour dire déjà qu'il fallait planter simplement dans le sens de la pente pour éviter de casser la structure du sol. Ensuite, ils nous ont conseillé au niveau des porte-greffes. C'était vraiment une grande phase pour nous au niveau évolution quand même. Ce sont des chenins mais qui donnent des liquoreux avec un très fort potentiel, qui donnent surtout un goût en fin de bouche, je dirais, très minéral avec un côté presque citronnelle en fin de bouche. Ah. Citronnelle. Citronnelle, oui. Et là, je suis, on va dire, à 35-40 cm. Oui, 40 cm, c'est ça. 40 cm. Hein. Ça, c'était votre boulot pendant 15 ans Eh oui. Eh oui. Voilà. Toutes les parcelles disons que toute l'Anjou, d'une façon générale, l'Anjou, Saumurois compris, a été caractérisée de cette façon-là. Et on a fourni une carte des terroirs, des unités de terroirs à tout l'ensemble de la viticulture, saumuroise et angevine. À partir de 90, on avait des chercheurs des pays de l'Est, d'Amérique latine, des États-Unis, qui venaient à Angers regarder cette espèce d'activité toute neuve qui arrivait, ce concept terroir qu'on découvrait. Et derrière, il y avait des journalistes. Pendant 15 ans, on a parlé de l'Anjou grâce au travail terroir. Grâce aux travaux de l'INRA, les vignerons du Léon vont renouer avec les grands millésimes, et ça, dès 1990. Mais le travail de l'Institut est plus que jamais d'actualité. Par exemple, pour les Augereau père et fils, les études de l'INRA leur ont grandement servi pour se lancer dans la production de grands blancs secs.
Et ils ne sont pas les seuls. Pour Claude Papin, président de l'Institut régional du vin, les grands layons de demain seront clairement blancs et secs. Je pense que depuis 89-90, on a porté la preuve qu'on pouvait produire certainement parmi les plus grands liqueurs du monde, ça c'est sûr. Donc là, on a ce marché-là, mais ce n'est pas un marché important. Et le vigneron ne peut pas vivre que du coteau du Layon. Et donc, il devient intéressant d'exploiter ces atlas terroirs pour amener une expression minérale aussi grande sur le sec que celle qu'on a sur le moelleux. Alors là, on va voir notre nouveau coteau sur les spilites de Pierre Bise. On a acheté ce vignoble il y a 2 ans, enfin même 3 ans. Et puis on replante du chenin blanc pour faire un très bel Anjou blanc en sec, donc en chenin sec. Alors l'atlas de l'INRA de Beaulieu. Voilà, la carte des unités de terroir. Donc ici, on se trouve dans le secteur spilite, une roche volcanique. Et c'est parce qu'il y avait cette roche que vous avez voulu acheter le coteau? Oui, tout à fait. En fait, c'est une roche très particulière. C'est un espèce de basalte. C'est des cheminées volcaniques, c'est effusif. Et en fait, ça apporte beaucoup de minéralité, de droiture au vin. Peut-être moins d'amertume, mais plus d'acidité et surtout une très belle acidité. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour faire des chenins secs, des Anjou blancs secs. C'est vraiment Emmanuel qui l'a découvert. Vous savez, il a passé ses week-ends, je dirais avec l'Atlas Terroir, à parcourir un petit peu les terrains qui pourraient être disponibles à droite et à gauche. Je crois qu'il a toujours eu cette motivation-là, depuis longtemps. Même étant étudiant, je dirais, il me sollicitait pour découvrir, pour acheter de nouveaux terroirs, pour produire ses grands vins. Donc on a toutes les cartes entre nos mains. Et je pense qu'on va chercher à étonner de plus en plus avec notre chenin. Les Augereaux ont réalisé cette année leur première vendange de blanc sec, issue du nouveau coteau. Ils sont impatients de le faire découvrir à leur collègue, Claude Papin. Pour eux, c'est vraiment le début d'une nouvelle aventure. Bon, Claude, ça va être une découverte. Tu vas pouvoir nous dire ce que tu en penses. Merci. Tiens, Emmanuel. Merci. Allez. Ouais, on trinque. Allez, à la vôtre. On a un aromatique que je trouve assez ouvert. Oui, j'ai déjà regardé moi, le dégradé de couleur du disque. Oui. Ça nous donne déjà une indication sur la qualité de maturité à la cueillette des raisins. Oui. Parce que tu as presque 1 millimètre, donc tu es quasiment à maturité phénolique, oui. Un petit peu. Tu as une robe qui est plus étincelante que terne. Alors plus on est terne, plus on est variétal. Et là on va donc être minéral plutôt. Ce qui serait intéressant, c'est que les enfants, après, vous lanciez l'idée de faire un cru, parce que là, il y a un terroir qui est unique, hein. On ne va pas dire exceptionnel, mais tu le retrouves presque nulle part ailleurs, ce terroir sur Spilett. En sachant quand même, et c'est ça qui est stimulant pour nous, c'est que le chenin, c'est peut-être le cépage blanc le plus compliqué à travailler. Tu dois être très pro quand tu travailles le chenin. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est il est capable de grandes choses, mais à condition aussi de bien le comprendre. Et il faut des années pour le maîtriser. Combien de temps il faut pour qu'une jeune vigne produise du grand vin? En général, au moins 11-12 ans. Parce qu'au début, les premières années, on reste sur le fruit. On a une structure un peu déliée. Alors que pour avoir cette structure serrée, ce côté salin, cette originalité du vin, il faut que les racines soient descendues suffisamment profond dans la roche. Et on attend les grands secs de Bise, on attend les grands secs de Baudouin, d'Augereau. Ils vont les faire, ils savent faire, ils ont les terroirs. Donc maintenant, on est en attente. En tout cas, nous, restaurateurs, nous, sommeliers, on est dans l'attente de ces vins qui se comporteront à merveille. On peut faire aussi des secs qui peuvent rivaliser avec les plus grands secs en France.
Produire des grands crus de blanc sec est vital pour la survie des vignerons du Layon. D'abord parce qu'en liquoreux, les rendements sont faibles, et puis il y a aussi l'image de ce satané sucre, qui est devenu quasiment l'ennemi à abattre de nos jours. Cette tendance hygiéniste de la société a eu vraiment des effets sur la consommation des vins sucrés. Ainsi, par exemple, dans les restaurants, les liquoreux du Layon se dégustent au verre et non à la bouteille. Même si vin sucré ne veut pas forcément dire vin chaptalisé. Mais il faut quand même savoir que le sucre dans les raisins, c'est de la fructose, c'est pas de la saccharose. C'est beaucoup moins nocif. Et puis, on ne boit pas du matin au soir du liquoreux. Sinon, il ne faut jamais plus manger de confiture. Il faut le miel prescrire. Tout ce qui est sucré serait prescrit. Non, il ne faut pas déconner. Un liquoreux, un vrai liquoreux, c'est un vin d'exception. Un vin d'exception. En tout cas, il l'est redevenu depuis 1990. Aujourd'hui, tout habitant du vignoble se revendique de ce produit d'excellence. Ici, même si on n'est pas vigneron, eh bien, on se sent concerné par tout ce qui touche à la vigne. C'est quasiment du patriotisme local. Là, l'opération avant vendange, puisqu'on va faire les vendanges dans 3 semaines, là, c'est de éventuellement dégager les grappes pour les mettre au soleil. Alors, on va enlever... Ici, à Aubigné-sur-Layon, les habitants entretiennent la vigne municipale qui court le long des rues du village. C'est leur vigne à eux. Jean, vigneron à la retraite, supervise les feuillages. On va enlever les quelques feuilles qui sont devant, repasser des brins qui retombent vers le palissage. Même devant, là aussi, tu peux, voilà. Voilà, très bien. Monsieur, vous connaissez le travail de la vigne? Non, je ne connais pas. Disons que le fait que j'habite ici, j'apprends. C'est important la vigne pour vous? Pas le vin? Le vin, c'est important parce qu'il faut bien vivre le pays. Si on ne le boit pas, on est un pays viticulteur, il faut bien qu'on boit ce qu'il produit. Il y a moins de soleil, ça c'est pas forcément l'exposition idéale, mais bon. Donc là c'est pas mal quand même non plus. Voilà. C'est ma vigne, ouais. Ouais, vous n'êtes pas vigneron? Non, je suis pas vigneron, mais tout le monde est parrain d'une vigne. Et après, c'est vrai que tout le monde a son petit panneau. Et la vigne, on a l'impression qu'elle nous appartient quand même. Les habitants d'Aubigné vendangeront leur vigne communale dans quelques semaines, comme ici, l'an passé. Et ça fait 20 ans que ça dure. L'initiative de ces habitants illustre bien l'esprit de communauté qui prévaut dans le vignoble. À 40 km de là, un village fait grise mine, Saint-Paul-du-Bois. Ici, point de vigne, il n'y a que le bocage. Pourtant, on vient d'enlever à ses habitants cette fierté d'appartenir eux aussi à la communauté viticole. Et tout ça à cause d'une rivière, mais pas n'importe laquelle, le Layon. C'est elle qui a donné son nom au coteau du Layon. Le Layon serpente sur 85 km à travers le bocage et les vignes de l'Anjou. Il se jette dans la Loire à Chalonne, tel un enfant prodigue dans les bras de sa mère. Tout cela est terriblement bucolique, pourtant sous ce lit parfois vif et souvent indolent, sourd à un véritable cloche-merle. Certains parlent même de pagnolade. Allez savoir pourquoi, mais le préfet du Maine-et-Loire a décidé il y a quelques années de délocaliser la source de la rivière. Or, l'usage voulait que celle-ci se trouvât sur la commune de Saint-Paul-du-Bois, qui, vous l'imaginez bien, a amplement communiqué sur la chose. Et puis, patatras, la tuile. Les élus ont l'air urbains comme ça, pourtant ils en ont lourd sur la patate.
Alors dans le courrier, il dit la chose suivante. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt vient de me confirmer que le Layon prend sa source à l'amont de l'étang de Beaurepaire dans le département des Deux-Sèvres. Le cours d'eau qui prend sa source dans votre commune est le Rue de la Gaubertière, un affluent du Layon. Et on a toujours appris que la source du Layon était à Saint-Paul-du-Bois. Et le Layon d'ailleurs passait à proximité de l'école des garçons, à 200 mètres. Et je me souviens, le soir après l'école, on allait ramasser des morceaux d'écorce à la menuiserie qui était juste à côté. Et on taillait dans les écorces de pin des petits bateaux qu'on allait mettre à couler sur la rivière le Layon. Les élus trouvent ça fort de café tout de même, qu'on leur supprime la source du Layon. Parce qu'avec elle, ils se sentaient acteurs de l'histoire des vins des coteaux. Une rivière, ça a forcément une incidence sur l'élevage de la vigne. Et puis diantre, la source, ils ne l'ont pas rêvée. Elle est bien là, à 180 mètres au-dessus du village. Très fraîche. C'est garanti 100% pur. Ah là oui. Sûr. Ah là oui. Ça Ouais. c'est bon. C'est bon, oui. C'était frustrant, oui, de recevoir un courrier aussi tranchant. Le Layon, maintenant, est connu mondialement à travers son vin. Donc clair. avoir la Donc, source chez soi, c'est bien. Avoir la source chez soi, même sans avoir de vigne, c'est bien. Et c'est une belle image, oui, tout à fait. Il y a un sentiment un peu âcre. On comprend que l'ancien maire de Saint-Paul-du-Bois a un goût amer en bouche, bien loin de cette douceur angevine dont sa commune limitrophe de la région Poitou-Charentes s'était jusque-là revendiquée. C'est le dernier jour de la Transléon, cette randonnée de près de 100 km dans le vignoble des Coteaux du Layon. Ouais, on a du mal à se lever ce matin. Ah bah y a pas vous. Le troisième jour, hein. Ouais. Ça pique un peu, ouais. Dans quelques heures maintenant, on percera la barrique sur le quai du port de Chalonne. Si les organisateurs décident chaque année de conclure la boucle en bord de Loire, c'est qu'il y a une raison. Le fleuve royal, confluent de la rivière le Layon, a joué en effet un rôle déterminant dans l'histoire des vins des Coteaux du Layon. Pour raconter cette histoire, il faut se tourner vers la Hollande. Ce sont en effet les navigateurs et commerçants hollandais qui, via la Loire, ont exporté ces nectars dans le monde entier. Une histoire qui s'étale du XVIe jusqu'au début du XIXe siècle. Ils n'avaient qu'une seule devise, disait Colbert, c'était le commerce. Depuis très longtemps, ils se sont intéressés au commerce des vins, parce que c'était pour eux une marchandise qui était très facile à commercer. Ils se sont intéressés aux petits vignerons et ils ont fait implanter le chenin, le pinot de Loire, dans toute la Loire. Les Hollandais ont établi donc 2 magasins importants, un au Pont-de-Cé et l'autre à Chalonne. Alors, le premier, celui des Pont-de-Cé, recevait le vin qui venait directement de chez les vignerons. Il sélectionnait les bons vins qu'il appelait les vins de mer, qui descendaient jusqu'à Nantes et qui chargeaient sur des bateaux pour aller alimenter l'Europe du Nord. Qu'est-ce qui consommait les vins fins, donc les vins du Layon? C'était l'élite hollandaise de cette époque-là. Quand je dis hollandais, c'est tous les Pays-Bas, tous les pays flamands d'aujourd'hui, quoi. Eh bien, ensuite, ils transportaient le reste, dit Colbert d'ailleurs, ils transportaient le reste dans le monde entier, c'est-à-dire dans les pays où ils affluaient, c'est-à-dire la côte africaine et puis surtout les Indes néerlandaises, donc les pays asiatiques. Donc le vin avait déjà une réputation mondiale. Tout vin qui n'est pas transporté n'a aucune célébrité. Donc aucun grand vin de la face atlantique ne peut oublier sa fortune qu'il doit aux Hollandais. La Loire était extrêmement encombrée. Donc il y avait des milliers de bateaux.
Alors, bien entendu, les grands centres sont Nantes, Orléans, Roanne, mais on a tous les 15-20 kilomètres un port. Et ça grouillait sur les quais. Les gens sont là, vivent sur le quai, qui attendent qu'on les embauche pour charger ou décharger des bateaux. Il y a une grande misère. C'est bon. On y est. À l'époque, les bateliers avaient des gros bras, j'imagine. Il fallait quand même être un petit peu physique, forcément, avec toutes ces manœuvres de force, là, forcément. Mais il n'y avait pas que les mariniers qui travaillaient. Il y avait des gens qui étaient à terre, qui attendaient que ça, que de travailler. Les gobeux, eux, ils étaient là pour être payés à la tâche. Donc chargement, déchargement, ça pouvait être de leur fait. Voilà. Reste comme ça, reste comme ça. Naviguer à l'époque où il naviguait, ouais, c'est un rêve. Pourquoi? Avec l'activité qu'il pouvait y avoir autour de la Loire, non seulement les mariniers, mais toute la vie qu'il pouvait y avoir autour, ça devait être vraiment agréable, sympathique, même si quelquefois, forcément, c'était pénible. Mais il y avait certainement des très bons moments, voilà. Donc là, tout de suite après le pont, on remate. Les mariniers descendaient la Loire jusqu'à Nantes, où les attendaient les bateaux hauturiers des Hollandais. Après avoir transbordé leur cargaison de vin, ils embarquaient des marchandises venant des Antilles. Ils étaient alors prêts à affronter la remontée du fleuve. La Loire est très difficile à naviguer. Pour naviguer, il faut une hauteur d'eau suffisante et il faut du vent. Alors, à la descente, tout va bien. Les bateaux sont emportés par le courant. Il faut donc bien les guider pour ne pas tomber sur des bancs de sable. Et il y a des chaînes qui les freinent. Mais par contre, quand on remonte, quand il n'y a pas de vent, on attend. On attend et on attend. Et quand on attend, on dit qu'on se met en fosse. Se mettre en fosse, autrement dit à quai, en attendant que les conditions de navigation s'améliorent. L'attente pouvait durer ainsi plusieurs jours, et les mariniers trompaient alors le temps en s'encanaillant dans une des très nombreuses auberges de Loire. Le métier de marinier était ingrat, exigeant en effort physique. C'est à la force des bras que les mariniers devaient remonter le courant lors des passages des ponts, le tirant d'air étant insuffisant pour maintenir la voile. Chaque gabarre disposait d'une petite embarcation annexe appelée futreau, indispensable pour aller jeter une ancre 80 mètres au-delà du pont. Pendant 20 minutes, les mariniers vont se relayer pour tirer le bateau au-delà du pont. La manœuvre est délicate car il faut lutter contre la force du courant. Mais c'est à ce prix-là que le mât et la voile pourront être hissés pour poursuivre la remontée du fleuve à la force du vent.
La renommée mondiale du vin du Layon doit beaucoup à l'huile de coude de ces forçats du fleuve. La marine de Loire a quasiment disparu avec l'arrivée du chemin de fer. Or, avec la viticulture, elle a constitué un des piliers majeurs de l'histoire de l'Anjou. Pour le vin, pas de problème. On continue à produire de grands layons, désormais transportés par la route ou par avion. Et pour la marine de Loire, bonne nouvelle, elle sort des oubliettes. Depuis 1985, des passionnés ligériens ne comptent plus leurs efforts pour ressusciter ce glorieux passé. Cela fait 2 ans qu'une trentaine de bénévoles construisent à Chalonnes-sur-Loire un gabarreau à l'identique, dans les conditions de l'époque. Imaginé par Jules Verne dans son roman Le phare de... Dominique, tu vas enlever ton serre-joint? Ah. Ils transportaient énormément, donc c'était la chaux, puisqu'on a des fours à chaud sur Chalonnes, le charbon, il y a des mines de charbon, le vin bien sûr, hein, les barriques de vin, et puis ces bateaux-là donc descendaient jusqu'à Nantes-Saint-Nazaire, et Saint-Nazaire, ils venaient décharger donc leurs marchandises, et ils rechargeaient les marchandises qui venaient d'outre-mer, donc la soie, les épices, les céréales, tous les agrumes. Donc il faudrait qu'on soit à 8. Jean, Yves, qui va être aux commandes pour mettre la première planche. Puis on va se répartir comme d'habitude hein, sur le long de la planche avec les serre-joints. On est obligé d'étuver, sinon on n'arriverait pas à tordre le bois comme il faut. Alors donc c'est pour ça qu'on a fabriqué une étuve. Pendant 5 heures, le bois est à la vapeur. Et au bout de 5 heures, on met en place. On a à peu près un quart d'heure de mise en place. Il faut que tout soit prêt avant. Il faut vraiment qu'on soit tous synchro. Sinon, il se passe quoi après? Elle refroidit et elle cintre beaucoup moins bien et elle garde moins bien sa mémoire de forme si après elle est trop froide. C'est chaud. Il y en a qui récupèrent là-bas. Attention. Attention, là, vous... Ah mais il faut qu'on tourne. Je vais monter. Ah non mais ouais. Alors doucement. Sous le poteau. Alors, je vais aller par terre maintenant. Il descend, tourne. Dans l'autre sens, Dans l'autre sens. Reculez. Baissez. Tu le reprends de ton côté ou... Allez-y, là-bas. Vas-y. Vas-y, serre comme ça, ensuite prends de la hauteur. On verra ça après. T'as le repère du trait dessus d'abord. Vous pouvez regarder en dessous. Attends. Le bord est nickel. Content? Content. Encore une de posée. Moi, je me souviens, l'année dernière, avant de poser la première planche de bordée, on en a entendu parler pendant 2 mois de la planche. Comment on va faire, Dany? J'arrivais, tu sais, Dany, on ne sait pas encore comment on va la poser, la planche. Donc, tout ça, c'est formidable parce que ça nous amène à ce gabarreau de 18 mètres de long, presque 19 mètres de long, qui naviguera au moteur, à la voile sur la Loire, et qui sera un peu le fleuron de la ville de Chalonnes quand même. On casse le mur pour faire glisser le gabarreau sur le quai. Donc la grue n'aurait plus qu'à le prendre, à le faire pivoter, à le poser sur la cale. Et on voudrait le mettre à l'eau comme dans le temps sur des rouleaux. Voilà. Et bien voilà, la barrique de la Trans-Layon arrive au terme de son voyage. Elle est escortée par des gabarres, tout cabanés et autres futreaux, autant de vestiges de la grande marine de Loire. Finalement, c'est grâce à ces milliers de mariniers que les vins des coteaux du Layon ont été, il y a 350 ans, un produit pionnier de la mondialisation.
De toute manière, ce vin a toujours aimé le grand large. Aujourd'hui, ses principaux marchés à l'export sont la Belgique et les USA. L'histoire des coteaux du Layon, nous l'avons vu, est riche. Or, déjà une nouvelle page est en train de s'écrire. Dans 15 ou dans 20 ans, nous vous raconterons peut-être comment les vignerons de ce joli coin de France auront réussi à créer des grands crus de blanc sec. Eux, les maîtres des vins sucrés. Mais ça, c'est une autre histoire. Ma foi, bien réussi.